Bienvenue donc dans cette édition paniquant, donc bienvenue au 20h. Issa Tchiroma donc frappe fort avec son armée du côté donc de Ngambi, le président donc de ce jour. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Bonne année! Cameroon is very desperate. The regime that has rigged election, imposed itself, is very desperate. The search for legitimacy. We have to look for all ways to make ourselves legitimate, to make ourselves be accepted by the international community. We have to throw some baits out there. We have to show ourselves as the people that are in charge. We have redeemed ourselves. We want to become more responsible, more engaging. We want to be seen as being friendly. We are not aggressive. We are not warmongering. We don't want territorial aggrandizement. We want to end the occupation. Right? Appeasement. We are peaceful people. We are a friendly regime. We are no longer the war hawks. Cameroon is desperate. Are they not? Yesterday, we had some high-level talks and discussions with key actors and stakeholders within the international system. The leadership of Ambazonia Governing Council is at the forefront in leading the Ambazonian people. The AGOVC is at the forefront of the discussions regarding the prospects of a negotiated settlement with Cameroon. Yaoundé dispatched a delegation of diplomats to Norway to meet with the commander-in-chief and the leader of the Ambazonian people, Dr. Choluka Sayama, where in Oslo prison they met. They came with a message that the regime wants to start a negotiated process with the Ambazonian people. That's good and fine. It's good news for Norway. It's good news for the international system. The AGOVC and the Ambazonian people
have to ask critical questions. We know desperate people do desperate things. We've been down this path before with Cameroon. Who in Yaoundé sent the delegation? Who? Is it Mr. Bia? Is it Ngongo? Is it 3, Madame Chantal? 2, 1. Is it Dion Gute? Who is actually ruling Cameroon? Do we know? Who is in charge? Who is calling for this peace talks? That is very essential. Who is calling for the peace talks? Cameroon needs to provide clarity as to who is in charge within that system and who has delegated the diplomats. Secondly, we are demanding that Cameroon put out a public statement. You know, there are four factions. Yes. So which of the is now which then that faction has to put out a public statement. This is the test of credibility. This is a test of seriousness. They have to demonstrate public seriousness. They want legitimacy, right? They want legitimacy, right? They should show that they have legitimacy by putting out a public statement. Say, hey, I'm the Prime Minister of Cameroon. On behalf of Mr. Bia, I authorized a delegation to engage the Amazonian people for peace talks. That's how you demonstrate public leadership. So if it's the Prime Minister, then the international community, the Amazonian people, and the Cameroonese people expect the Prime Minister to put out a public statement. If the peace talks are being led by the Secretary General, Mr. Ngongo, then Mr. Ngongo should put out a public statement to inform the international community, the Amazonian people, and the Cameroonese people that Mr. Bia has authorized the Secretary General to lead the peace talks. If it is Madame Bia who is now in charge, then the Secretary General, on behalf of Madame Bia, should put out a public statement. I have been authorized by President Madame Bia on behalf of Mr. Bia, right? Yeah. On behalf of Mr. Bia, Madame Bia has authorized
the Secretary General to engage the Amazonian people and the international community for a negotiated settlement of the conflict. We need to know who is calling for these peace talks. They can't just send a delegation to Oslo and then meet with the Norwegian government and then meet with Dr. Cho Lucas Ayaba, the leader of the Amazonian people, and then they put out a statement. The Norwegians also have to provide clarity who in Yaoundé is calling for peace talks. The Norwegian Foreign Ministry should put out a tweet. When Mr. Trump is meeting with the Russians to discuss peace talks between the Russians and the Ukraine, they put out a public statement. Why are these things hidden? Delegation is leaving Yaoundé to Oslo. Why can they not put out a public statement? They can't take the Amazonian people for a ride because they are trying to seek to create a perception of legitimacy. We are the vanguards of this liberation struggle. We will protect the image, the integrity of the Amazonian people. They can't be taken for a ride. And we will challenge even our own internal systems for objectivity. Amazonians cannot be taken for a ride because Cameroon is desperate. What we need is seriousness of intention, seriousness in their commitment. That's what we need. We don't need optics. We don't need PR. They want legitimacy, right? So let them do the things that will give them the legitimacy that they desperately need. They need to show signs of seriousness. They want to counter Tchiroma, right? Then let them do the things that will demonstrate their seriousness in countering Tchiroma. They want to accept their power, right? Then they should do things that makes them as people who have authority, power, and legitimacy. They should stop acting as thieves walking in the night. If you claim you're a legitimate government, act as a legitimate government. Stop acting as wimps. Diongute, what are you afraid of? Tell us. Who are you afraid of within the system? What are you afraid of? And who are you afraid of? Man, you need to show some backbone as a prime minister. If you are one. And Mr. Ngongo, if you are the Secretary General, then you need to step up and be the Secretary General. You're sending a delegation to talk with the Amazonian people. You have to show some respect to the Amazonian people by putting out a public statement. The egg of sea is not Chris Anu. Let me just let you guys know. The egg of sea is not secoue. And the egg of sea is not Marianata. We are the Amazonia Governing Council. We are Amazonia. We are not some puppet movement. We are
are the people. We are Ambazonia. So we demand respect to engage. You want to talk to us? Talk to us as the most consequential political movement. You know that. Talk to the Ambazonian people as owners of Ambazonia. And be serious about it. We're not going to play those games with you guys. You can go play those games with Dr. Ebenezer Akwanga and Chris Anu and Sako Ikome. You're not going to play those games with leaders of the Ambazonia Governing Council. You're not going to play those games with leaders of Ambazonia Defense Forces. You're not going to play those games with the Ambazonian people and leaders and commanders and generals of Ambazonia. You're not going to play those games. You want to negotiate? The Ambazonian people will be ready. We'll constitute the Ambazonian people and set up an all-inclusive process for the Ambazonian people. But we will not play those games, and we will not entertain your games just because you are desperate seeking for legitimacy. So who is in charge in Cameroon? Who is really ruling and governing Cameroon? We demand answers to proceed. It's now up to you, the government of Cameroon, whoever is in charge of that government. We demand answers, we demand clarity before we proceed. This is our message to our people today. We just came today just to ask questions because we need clarity. Everyone needs clarity, and you deserve it. That's all. That's the discussion for today. You all have my phone number. Or when I get my phone number, it'd be important say we'll get this discussion and ask this question. So all when I get my phone number, make we continue the conversation in the background. For everybody who watch on YouTube, if you never subscribe, you better subscribe because you don't know when we will show up. Which don't come up next, right? We'll be Ambazonia. Thank all on plenty. When I get a good weekend, we'll talk on tomorrow. Sleep no be die. Shake no day. Shake no go come day. Until we reach Booyah. Until we reach Booyah. We shall never leave our journey halfway, oh. Until we reach Booyah. It is start for November 2017. When Puwabia declare war for Ambazonia. Our brothers and sisters, them pick cutlass them. Our brothers and sisters, them pin them guns for defend homeland. Them be talk say them go crash and buy in 2 weeks, but not 10 years now I'm counting. The republic still over, fit crash and buy. Shame, oh for la republic. Sleep no be die, shake no day. Small no be sick, oh. Ambalanda we country. Wata na wata. Wata na wata. Small no be sick, oh. Ambalanda we country. Shake no day. Small no be sick, oh. Ambalanda we country. Sleep no be die, yeah. Ambalanda we country. All amba them for ground zero. Una chop fire. Una tighty. Una remember how this thing be there for 2018 now.
defense. Una go see say them go the LF. Una give una information, even give una chop, give una money. Now so we want them. Una di do a good job. We thank una for all the good work. Way una di do. Amba must be free. Sleep no be die. Yeah. Shake shake no day. Small no be sick. Oh. Amba that now we country. Wata na wata. Wata na wata. Small no be sick. Oh. Amba that now we country. Shake shake no day. Small no be sick. Oh. Amba that now we country. Sleep sleep no be die. Yeah. Amba that now we country. Assa wana wana. Assa buam buam. Estimili. Where them dey? Make we jam jam and carry and go. Sleep no be die. Shake shake no day. Shake shake no go come day. Amba that now we country. Time is quickly running out for the US to avoid a government shutdown. The US government will run out of money to fund itself by the end of Saturday unless Congress can agree a last-minute deal. If the story sounds familiar, well, that's because it is. It would be the 22nd time in the past 50 years that US government services have had to be shut down because of a budget deadlock in Congress. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose de bien plus grand que vous se passe sous vos yeux, mais que personne ne semble vraiment voir, comme si le monde politique était plongé dans un état de déni collectif, tandis que la démocratie crie silencieusement à l'aide? Eh bien aujourd'hui, ce déni a commencé à s'effondrer. Le Congrès américain, sous la pression d'une série d'abus, de négligences et d'atteintes à la Constitution, a finalement explosé. Il n'y a plus de place pour les faux-semblants. Il n'y a plus de place pour les excuses. La guerre politique entre Donald Trump et les piliers institutionnels du pays a cessé d'être une tension voilée pour devenir un affrontement déclaré. Et le mot qui, jusqu'à récemment, était évité avec prudence, prend désormais de l'ampleur dans les couloirs du Capitole et fait la une des journaux du monde entier. Impeachment. Oui, le Congrès vient de viser directement la présidence de Trump. Et tout indique que la bataille qui s'annonce n'épargnera personne. Le déclencheur de ce revirement a été une succession d'attitudes de Trump qui, cumulées, ont entraîné un effondrement de la confiance, même parmi ses alliés historiques. Un président qui refuse d'obéir aux décisions judiciaires, qui défie l'autorité du Congrès, qui ordonne des opérations militaires sans autorisation, qui maintient tout un pays à genoux avec la plus grande paralysie des services publics de l'histoire, tout en insistant pour négocier avec des menaces et du chantage. Pour beaucoup, tout cela n'est plus seulement de la politique. C'est devenu une attaque directe contre le cœur de la démocratie américaine. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, nous voyons des républicains s'éloigner de Trump, pas en secret, pas en coulisses, mais devant les caméras, sur les réseaux sociaux, dans des déclarations officielles. Cela s'appelle une rupture. Et lorsqu'elle se produit au sein même du parti, les effets sont imprévisibles. C'est pourquoi cette vidéo doit être regardée jusqu'à la fin. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le destin d'un président, c'est le fonctionnement des institutions, la légitimité des lois et surtout l'avenir de tout un peuple qui ne supporte plus de vivre sous le poids de l'instabilité. Si vous avez le sentiment que cette crise politique vous étouffe, si vous suivez avec angoisse chaque nouvelle accusation, chaque nouvel abus de pouvoir, et si vous vous sentez complètement impuissant face à tout cela, alors cette vidéo est pour vous. Car à partir de maintenant, nous allons plonger dans les coulisses de cette révolte au Congrès, dans les détails juridiques de la nouvelle résolution de destitution, dans les calculs politiques des partis et dans les conséquences réelles que cette guerre ouverte peut avoir pour le pays. Mais avant de continuer, répondez-moi sincèrement. Pensez-vous aussi que tout cela a dépassé les limites, que ce qui semblait absurde auparavant est aujourd'hui devenu la routine? Si oui, écrivez ici dans les commentaires. Ce n'est pas normal. Je refuse de l'accepter. Votre voix peut être le courage dont d'autres personnes ont besoin pour s'exprimer également.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, profitez-en maintenant. Nous ne vendons pas d'illusions et ne défendons aucun parti. Ici, nous recherchons ce qui compte vraiment, la vérité, le contexte, la justice. Alors, si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays, inscrivez-vous dès maintenant. Votre présence ici est bien plus importante que vous ne l'imaginez. Maintenant, continuons. Ces derniers jours à Washington ont été marqués par une montée vertigineuse de la tension. Des manifestations ont envahi les rues, des sénateurs républicains ont commencé à s'exprimer ouvertement, et même des personnalités modérées ont décidé qu'il était temps de rompre le silence. Pat Toomey, par exemple, connu pour sa loyauté envers son parti et pour son soutien indéfectible à Trump depuis des années, a donné une interview choquante dans laquelle il a déclaré que le président devait démissionner immédiatement. Venant d'un républicain conservateur, ce n'est pas rien. C'est le signe que le barrage est en train de céder, que le bouclier politique autour de Trump a commencé à faiblir. Mais qu'est-ce qui a exactement conduit le Congrès à ce point? Mais en regardant de près, j'ai comme l'impression qu'au plan financier, c'est une catastrophe. C'est même une forfaiture, je peux dire. Expliquez-nous. C'est très... Salut. Roger Moutet-Ambassa a bien cuisiné le ministre de l'eau et de l'énergie sur la nouvelle nationalisation des néos qui est ventilée partout comme une grande réalisation. Écoutez minutieusement ce qu'il dit. C'est-à-dire Emmanuel Macron, et puis le chef des sports. Je rappelle que Robert Moutet-Ambassa est militant à RDPC, mais surtout il est expert pétrolier à la Cour d'appel du Littoral, c'est ça? Disons que je suis expert pétrole, assermenté à la Cour d'appel littoral, mais je suis en même temps expert sûreté, expert sécurité, expert développement durable. Donc j'ai beaucoup d'expertise, c'est la raison pour laquelle je réponds à 1000 préoccupations différentes sans problème. Et la première préoccupation, c'est la nationalisation de l'entreprise Néo. Robert Moutet-Ambassa a une bonne nouvelle pour les Camerounais. Oui, à première vue, parce que je fais partie de ces Camerounais qui, moi j'ai fait des notes à l'attention du gouvernement pour leur dire il faut nationaliser. Donc je fais partie de ceux qui ont demandé la nationalisation. Mais en regardant de près, j'ai comme l'impression qu'au plan financier, c'est une catastrophe. C'est même une forfaiture, je peux dire. Expliquez-nous. C'est très simple déjà, parce que vous savez, quand on parle ici, c'est pour édifier les Camerounais qui nous écoutent. Partons du principe que Sonel vend à AS Sirocco à 23 milliards. AS Sirocco a fait, je ne sais pas, une dizaine d'années, il s'est mis plein les poches, il a envoyé tout son pognon au niveau de la maison mère, et il revend à Eneo, à Artis, à 99 milliards. Oui, 90 milliards. 99 milliards. Voilà, et maintenant, Artis aussi... Pendant ces 10 ans, il fait tout ce qu'il y a à faire, envoie le maximum d'argent, ne paye pas ses dettes et essaie d'alourdir la dette de l'État en ne pouvant pas justifier les facturations. Parce que même dans les négociations, ils n'ont pas réussi à justifier tout l'argent qu'ils demandaient. Parce qu'au même moment, pendant qu'Eneo devait 100 milliards à l'État, 100 milliards, Eneo devait 450 milliards à l'État, l'État devait 100 milliards à Eneo. Eneo exigeait de l'État de payer les 100 milliards d'abord. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, si vous vous souvenez, Globelec, PACA, PDC, DPDC ont arrêté pendant 5 mois. On fait souffrir les Camerounais sur leur propre énergie. Donc, Eneo qui devait 450 milliards à l'État et ses démembrements, exigeait que l'État lui paye en plus 100 milliards. Et nous faisons partie de ceux qui avons écrit à cette époque au gouvernement pour dire attention, cette histoire, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de Camerounais sont de deux côtés. Ouais, on va peut-être en parler. Donc, ça fait que maintenant qu'Eneo a décidé de partir, normalement, dans ce genre de situation où tu laisses une ardoise de 800 milliards, parce que l'ardoise c'est quoi? Les dettes qu'Eneo laisse, c'est 800 milliards. Hormis les 78 milliards que l'État verse à Eneo. En plus de ça, la dette, en fait, les engagements d'Eneo, qui doit payer Natigal, 10 milliards tous les mois, qui consomment ou pas. Vous avez suivi le ministre des Finances aller voir les banques locales pour essayer d'emprunter 100 milliards. C'est pour des provisions qui vont permettre de payer Natigal 10 milliards chaque mois. Et maintenant, le ministre de l'Énergie, lors de la signature, annonce un refinancement. Ça veut dire que c'est une autre dette. Minimum, Eneo vend à l'État minimum à 1000 milliards. Un truc que l'État a vendu à 23 milliards à AES, AES vend à 99, maintenant Eneo refile à l'État dans les 1000 milliards avec un cash flow de 78 milliards.
C'est une forfaiture, c'est pas normal. Donc, au départ, nous sommes d'accord qu'on doit nationaliser, c'est bien, je suis d'accord avec ça, mais il faut une commission d'enquête pour voir clair derrière la partie financière. Parce que l'expérience a démontré que les Camerounais en charge sont de deux côtés. Côté État et côté entreprise privée. Parce que ça, ce n'est que Eneo, il y a Globelec qui va arriver. Je crois que les négociations sont en cours. Parce que derrière Globelec... Pour récupérer Globelec aussi... Que l'État récupère. Mais bien sûr, nous sommes à la veille d'un remaniement ministériel. Les gens savent qu'ils peuvent partir. De nouvelles personnes vont venir aller foutre le nez dans ces histoires. On va voir tout le mimimag qu'ils ont fait. Donc ils veulent liquider même Globelec. Les négociations sont en cours. Vous allez apprendre dans les prochaines semaines que Globelec est repris peut-être par l'État ou par X ou Y. Il y a des gens cachés derrière. Donc vous comprenez que cette mafia-là, les Camerounais en ont marre de cette façon de fonctionner. On doit dire la vérité aux Camerounais. Quand on va prendre des mesures après qui vont permettre aux Camerounais de payer plus d'impôts pour faire face aux charges, ils sauront au moins d'où ça vient. Mais on présente le côté souveraineté. Les entreprises, l'entreprise des Néo n'a jamais été une entreprise qui n'est pas camerounaise. Depuis Sonel, c'est resté camerounais. Sauf que c'est comme un véhicule que vous avez, madame. C'est votre véhicule, vous l'achetez à 20 millions. Vous mettez en location. Chez Yango. Chez Yango. Yango vous verse de l'argent quand il peut. Mais là, on ne versait jamais d'argent à l'État. Et quand l'État dit, bon, mes populations souffrent déjà, il faut faire quelque chose. Je repris mon Yango. Tu vends le Yango à 180 millions. Alors que tu as acheté à 20 millions. Mais non. Il y a un problème. 9 fois plus. Ils ont pris à 99 milliards. Ils le vendent à peine de 1000 milliards. Mais est-ce qu'ils ne sont pas conscients de tout ça? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de tout ça? Mais le problème, c'est les Camerounais qui mènent tout ça. Oui, mais ce sont les Camerounais qui décident de ça, qui sont derrière ça. Alors c'est difficile. Quand vous êtes des gens comme moi qui essaient de mettre le nez un peu partout, je ne suis pas la bienvenue, ça c'est clair. Hier, Moussa Njoya nous parlait également du cas Kambouata. Est-ce que c'est le même scénario? C'est même pire. C'est même pire. Parce que quand vous voyez, les gens pensent qu'en le faisant, ils vont fuir. Ils ne peuvent pas fuir. Dans le secteur pétrolier, qui est mon secteur de prédilection, on a l'affaire Glencore. Oui. Moi, étant encore en fonction, j'avais attiré l'attention sur ces magouilles-là. Mais le responsable du côté de SNH disait que non, moi je raconte des histoires. Et donc, quand l'affaire est sortie, les gens à qui j'ai adressé ça ont eu le réflexe de me rappeler. Je leur ai dit, je vous avais déjà dit ça, je ressors le document. Aujourd'hui, on est parti chercher les gens en retraite chez Glencore par rapport à ça. On va en prendre parmi les Camerounais. Moi, je connais ce qui a été là, mais je ne peux pas le dire ici. C'est une procédure qui est en cours. Il faut laisser la justice ressortir les noms. Mais nous, on les connaît, nous qui sommes du milieu. On sait comment ça se passe. Donc, que les gens vendent Globelec, qui vendent des Néo à des prix exorbitants pour que ça retombe dans les impôts, les Camerounais vont payer par les impôts. Alors que... Parce que ça, c'est la précision qu'il faudrait apporter. C'est-à-dire que lorsqu'on l'évoque, les gens se disent c'est pour eux. Non. C'est les impôts des Camerounais qui vont payer tout ça. Tout le monde va ressentir ça. Et peut-être, pourquoi pas, l'augmentation du prix du kilowatt. Mais tout ça fait partie. Parce que quand, par exemple, Eneo qui a travaillé, je crois, presque une dizaine d'années, je crois. Oui. Alors, il travaille une dizaine d'années. Et il envoie tout. Parce qu'en fait, Eneo fait un chiffre d'affaires mensuel de 10 milliards. Donc par an, ça fait quand même 120 milliards. Alors, et aussi, ils ont fait 10 ans, ça fait quand même 1200 milliards. Alors, comment vous pouvez faire 10 milliards par mois et vous ne payez pas vos clients? Les clients de nous, c'est quoi? C'est les producteurs. Les producteurs, c'est qui? C'est EDC, avec les parades Nouvelé et autres. C'est Natigal, avec ses 420 MW. C'est KPDC à Kribi. Ça, c'est les producteurs. Mais ils ne les payent pas. L'année dernière, on disait qu'ils devaient à peu près 140 milliards à Globelec. Pourquoi? Parce que les 10 milliards qu'il prenait quand il a payé ses charges, pour laisser l'envoyer au niveau de sa maison mère. Il préférait cumuler la dette. Et aujourd'hui, comme maintenant la dette est à un niveau où il y a un remaniement qui arrive, parce que tous ces gens qui sont dans le réseau ont peur de quitter ne serait-ce que la position, même s'ils restent au gouvernement, n'étant plus dans les positions où ils sont. Voilà, donc d'autres gens peuvent venir et donner un coup de pied dans la fourmilière. Donc c'est une histoire qui est bien au départ. Au départ, c'est une très bonne idée. Reprendre la gestion d'un secteur de souveraineté. D'un secteur, parce que beaucoup pensent que c'est tout l'énergie. Non, c'est uniquement le secteur distribution, commercialisation. La partie production reste à peine de 80% des mains des étrangers. Ça, on ne dit donc, pas ça. On déjà ne dit justement pas tout ça. Pourtant, c'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Puisque même si on prend la souveraineté au niveau de la distribution, de la commercialisation, si celui qui produit coupe la production, il ne vous envoie rien. Vous allez distribuer quoi? C'est ce que KPDC, Globelec a fait l'année dernière. Ils ont coupé 5 mois. Et nous, on ne pouvait rien. Donc, il n'y a aucune souveraineté là-dedans. Sonatel au chômage. Sonatel lui-même, c'est encore une autre paire de manches. Parce que vous savez, lui alors, c'est la catastrophe. Sonatel. Parce que quand on va prendre, vous savez, je ne savais pas qu'INAM forme des ingénieurs. Parce que le directeur de Sonatel, c'est un administrateur civil. Un administrateur, bon, il n'est pas à sa place. Il ne peut pas comprendre. La preuve, on a fait Natigal. Natigal, dans son contrat, prévoyait de tirer une ligne de 50 km pour alimenter Yaoundé. Sonatel qui devait tirer de Natigal à Douala. Ça a été oublié.
Les 100 milliards que le ministre des Finances va chercher dans les banques à Douala, là, c'est pour payer Nachtigal en attendant que Sonatel construise la ligne de Nachtigal jusqu'à Douala. Parce qu'aujourd'hui, les 420 mégawatts que Nachtigal produit ne sont pas consommés entièrement. Et le contrat, c'est tech hors pays. Ça veut dire que quoi? Que tu consommes 1 kW ou 420, tu payes la même chose. Donc, l'argent que le ministre de prendre, ce n'est pas son argent, c'est le crédit que les Camerounais vont payer. Hein? Et depuis mars, que Nachtigal a livré ces mégawatts, l'État paye 10 milliards par mois. Et on ne consomme pas. Pour en savoir davantage, juste le temps de la pub, on revient à M. Robert Mouter. Politique avec le rachat de Eneo. Ce n'est pas comme si on se vantait d'être le nouveau propriétaire de la boutique du quartier, alors que la production du blé, la transformation en farine et même la quantité à vendre appartiennent toujours aux Sénégalais. Ça ne dépend pas de... Très belle image, c'est ce que j'ai dit. Sans oublier qu'il y a beaucoup de prêts à l'intérieur. Merci papi, ça c'est quelqu'un qui a fréquenté. Mais Robert Mouter, on a discuté avec le docteur Jean-Marie Biada qui est économiste et il a fait cette mise en garde contre les risques de faillite après cette nationalisation. Il dit que c'est une décision à saluer, mais il avertit que si les responsables gouvernementaux ne règlent pas leurs factures et que les dettes accumulées continuent d'augmenter, eh bien l'entreprise pourrait faire faillite. Je suis d'accord avec lui. Et à terme même cesser ses activités. Je suis d'accord avec lui parce que déjà que quand on parle de nationalisation, j'ai dit tout à l'heure, cette entreprise a été une entreprise camerounaise, mais elle a été mise en location. Chez AES d'abord et après chez Artis. Et en sous-location chez Eneo. Non, parce que Artis a acheté, après on a Eneo, le nom Eneo. C'est pareil, AES avait racheté, il a mis AES Sonel. C'est un sous-traitant aussi. Et maintenant, AES a vendu Artis, Artis a donné à sous-traitant à Eneo. Eneo maintenant a fait le travail, il s'en va, l'État reprend la gestion, la distribution et la commercialisation uniquement. Ça n'atteint pas 30% de l'ensemble du secteur. Les vrais propriétaires du secteur sont encore là. Ils représentent 70 à 80% de ce secteur de l'énergie. Donc, reprendre la gestion par nous-mêmes, c'est bien. Mais l'habitude au Cameroun, c'est d'éviter de mettre les compétents, les gens qu'il faut, aux places qu'il faut. On va prendre un ingénieur là à l'INAM. Je dis bien ingénieur à l'INAM, même si l'INAM ne produit pas les ingénieurs. Ce sont les ingénieurs INAMAC qu'on va nommer encore là-bas. Et quand il va venir, avant d'arriver, il y a déjà 500 dossiers des ministres, DG et autres pour recrutement. Et chacun menace. Je connais un DG qui m'a dit, à peine nommé, avant de prendre le service, il avait déjà fait de 750. Il demande des dossiers venant des hauts responsables. Alors, si ce système doit continuer, je suis d'accord avec le docteur Biada, ça va faire faillite et on va fermer. On va encore trouver d'autres boucs émissaires sur lesquels il faut mettre la dette. C'est qui? C'est les Camerounais. Est-ce que la nationalisation de Eneo va donner de l'électricité au Cameroun? Pas du tout. Ça ne va pas résoudre le problème. Est-ce que ça va baisser le prix du kilowatt? Ça ne va rien baisser, ça va plutôt augmenter. Ça va plutôt augmenter parce que tout ce que les responsables en charge qui ont signé racontent, bon, ils ne sont pas les techniciens, ils ne comprennent pas. On leur dit des choses et ils vont dire, mais ils regardent peut-être seulement le volet financier. Il n'y a pas que ça. Une entreprise comme Eneo, Revenu Camerounais, doit être d'abord restructurée. Il faut lui donner, vous savez, dans les entreprises industrielles, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des quotas qu'il faut respecter. Nous, dans le pétrole, par baril produit, on connaît combien de gens il faut. C'est pareil dans l'énergie électrique. Et on ne peut pas garder un sureffectif comme celui qui est là, une sous-traitance qui coûte plus cher. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faudra régler dans ce pays, la sous-traitance des entreprises. Les grosses entreprises ne recrutent plus des locaux. Elles recrutent les locaux dans les entreprises sous-traitantes pour vous virer quand ils veulent, comme ils veulent. Pourtant, ça coûte plus cher. Vous n'êtes pas directement lié. Voilà, vous n'êtes pas directement lié. Pourtant, ça coûte plus cher que si vous étiez directement lié. Tout ça pourquoi? Parce que les gens gèrent le pays. Ils savent qu'ils sont, en fait, ils sont de passage. Camerounais comme étrangers. Mais pourtant, c'est le RDPC, votre parti politique, qui est aux affaires. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le RDPC. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis RDPC, mais je dénonce ça. Parce que pour le moment aujourd'hui, ceux qui dénoncent, ceux qui veulent que les choses changent, le quota, on n'a pas encore atteint la masse critique. Nous ne sommes pas nombreux et la grosse masse des magouilleurs nous écrase, c'est clair. Mais même si je devais continuer de parler, il y a le père Abbé qui avait dit, quand vous êtes sûr de ce que vous dites partout dans le monde, il faut le dire, même si vous êtes le seul à le dire. Ceux qui nous écoutent savent qui dit quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura une obligation, un devoir d'inventaire dans ce pays. Qui a fait quoi? Parce que les gens pensent que tout ce qui se fait maintenant, ça va disparaître. Mais non, à un moment, ce pays va se relever, on va rentrer dans les détails pour savoir qui a fait quoi. Regardez ce qui se passe au Gabon, hein. C'est ici à côté. Hein. Il suffit d'écouter ce qui se dit, vous comprenez que c'est terrible. Mais pour le cas de l'électricité, qu'est-ce qui doit être fait, Robert Mouter, pour que les Camerounais aient non seulement de l'électricité suffisamment et qu'ils l'aient à un prix abordable pour tout le monde? Il faut déjà commencer par restructurer le secteur. Qu'est-ce que vous mettez dans la restructuration? Je ne sais pas si j'aurai assez de temps de développer ici, mais je pas à l'essentiel. Il faut restructurer en ramenant le secteur dans les standards. Première chose. Et donc, en restructurant, relie tous les contrats. Parce que vous savez, c'est dans les contrats que la mafia se place au niveau des multinationales. J'ai fait toute ma vie dans 3 multinationales, Elf, Total, Perenco,
tout se fait dans les contrats. Et les contrats tels qu'ils sont faits, vous ne pouvez pas attraper les multinationales. Parce que les failles sont dans le contrat et elles en profitent pour se mettre plein les poches. C'est le B.A.B.A. Donc il faut restructurer la filière, relire les contrats et mettre en place maintenant une organisation qui va permettre de travailler et optimiser les choses. C'est vrai, on vous parle de perte d'énergie, on vous parle de, comment on appelle ça, de vol, en termes simples, vol de courant, tout ça on peut régler. Ça arrange les gens que ce soit là. Il ne faut pas croire que c'est seulement les gens qui volent au quartier. Parce que quand il y a des facturations qui sont faites à l'État et qu'on ne peut pas justifier ces facturations, c'est un vol aussi. Okay? Donc je pense que... Les contrats ne sont pas bons? Les contrats ont beaucoup de failles, c'est tout. Les contrats ont beaucoup de failles. Je vous dis, vous prenez le secteur pétrolier par exemple, il y a des contrats visibles. Vous partez même dans Google, vous tapez les contrats type partage de production. Vous allez avoir des contrats types. Mais derrière les contrats types, il y a la partie confidentielle du contrat. Et c'est là où tout se joue. Et vous pouvez demander à n'importe quelle entreprise pétrolière, vous ne donnera jamais la partie confidentielle. Parce que c'est là où tout se joue. C'est pareil pour l'électricité, c'est pareil pour le reste. Toute l'industrie, toutes les multinationales ont un même mode de fonctionnement. Avant, par exemple, on avait les États, par exemple la France, quand ils voulaient changer le chef d'État en Centrafrique, elle prenait David Dacko, elle mettait dans l'avion, et venait l'installer, et chasser Bokassa. Bon, aujourd'hui, il ne peut plus faire ça. Avec la mondialisation, les TIC et tout ça, maintenant on passe par qui? Par les multinationales. Ce sont elles qui fonctionnent. Ils font le même travail, mais avec beaucoup plus de finesse. En donnant de l'emploi aux ressortissants du pays, aux citoyens du pays. Quel emploi? Quel emploi? Si je vous prends des exemples, vous allez pleurer. Je ne veux pas prendre des... Bien sûr, c'est pareil même ici. Ok? Et quand vous parlez comme nous autres on parle, évidemment, c'est pas bien vu. Est-ce que vous pensez que la nationalisation des néos est une décision politique? Non, je ne pense pas qu'elle soit politique. La nationalisation des néos, c'est que les néos se retrouvent dans une situation coincée. Et derrière... C'est les néos qui demandent à revendre? Ou c'est l'État qui demande à récupérer? C'est les populations qui se plaignent au quotidien. Vous ne vous plaignez pas. Nous sommes déjà en novembre, ça a commencé à de l'étage. Ça a commencé. C'est les populations qui se plaignent. Et quand les populations se plaignent maintenant, et qu'en face, ceux qui sont en charge, au lieu d'aider la population à avoir le courant moins cher, l'électricité moins cher, sont complices de ce qui se passe. À un moment donné, la population s'énerve. J'ai dit quelque part, et je le répète, le vote aux dernières élections présidentielles, pour moi, c'est un vote sanction. La population est mécontente, elle vit mal, elle souffre, elle a tous les problèmes du monde, et elle a l'impression que ceux qui sont en charge ne font rien. C'est mes camarades, c'est vrai, mais je le dis. Donc, c'est la population déjà qui se plaint, et à partir de cette plainte que la population émet à travers plusieurs formes, ceux qui sont aux affaires, à un moment donné, ont bien vu les résultats, beaucoup ont péri même chez eux. Hein. Pourtant, ils sont en place depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Okay. Donc, ça fait que cette situation, cette plainte part de la population, maintenant les autres, pour essayer de montrer qu'ils font quelque chose, surtout que le président a fait son discours de l'Assemblée. C'est chaque ministre qui essaye de montrer qu'il met en application ce que le président dit. Pourtant, c'est de l'arnaque pure et simple. L'autre jour, j'ai parlé du ministère du Commerce. Il est en pause depuis 21 ans. De façon continue. Et c'est lui qui a mis tous les blocages, qui a empêché les gens d'être dans la liste qu'il propose maintenant. Vous croyez qu'il va enlever les blocages? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il propose de mettre les jeunes dans la liste. Allez voir la liste de tout ce qu'il faut pour faire partie de cette liste du ministère du Commerce pour import et export. Mais il n'est pas là pour se défendre. Attendez, je ne l'accuse pas. Il a sorti un document qui est public. On peut commenter, hein, il n'y a pas de raison. On n'est pas en prison. Oui. Je dis, bon, quand vous voulez que les jeunes rentrent là et deviennent import-export, c'est bien, c'est une très bonne idée. Comme tout à l'heure, j'ai parlé pour. Mais ce qui se passe, c'est que pour remplir les conditions, il faut avoir au moins 400 000 francs. Et dans les 400 000 francs, son ministère reçoit 45 000. Ok? Oui. Imaginez-vous, Madame Marie-Flore, 100 000 Camerounais postulent, font les dossiers et tout, payent tout ça, ils envoient. Le ministère va recevoir combien? 4 milliards et demi. Mais les enfants, ce n'est que le dossier. Hein. Personne n'est encore dans la liste. Hein. Ça, c'est pour frais de dépôt de dossier. Ça, c'est pour déposer le dossier, afin maintenant qu'on fasse une sélection. On filtre et on met ceux qui sont choisis. Une fois que vous êtes choisi, il y a quoi après? Rien. Il faut trouver de l'argent pour importer ou exporter. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas chaque ministère qui doit faire sa partie. On doit faire voter une loi à l'Assemblée. Une loi jeune des femmes. C'est-à-dire une loi qui demande aux jeunes, pour avoir une activité dans ce pays, sur l'ensemble du territoire, tous les jeunes, tous ceux qui veulent commencer, vous avez 3 documents à fournir. Votre demande depuis, je sais pas, un diplôme, si vous avez un certificat, une attestation, un permis de conduire et... Peut-être un certificat de nationalité. Non, même pas. Il faut simplifier. Il ne faut pas faire dépenser l'argent aux jeunes qui n'en ont pas. Si il y a la photocopie de la carte nationale d'identité. C'est déjà une bonne chose. Il a le numéro d'immatriculation unique du DGI, des impôts, et la CNPS. Ça suffit. Et une fois que vous avez ça et que vous ouvrez votre activité, vous avez 5 ans d'exonération d'impôts. Les 5 premières années, la 6e à la 10e année, vous avez 50% d'impôts à payer. À partir de la 11e, vous payez 100%. Ça donne le temps aux jeunes de se lancer dans son activité, avoir des fonds pour pouvoir commencer à reverser. Il ne faut pas penser que les jeunes tournent et l'État paie les impôts, c'est pas vrai. Les jeunes qui travaillent payent leur loyer. L'eau, l'électricité, mangent. Ça rentre dans le cycle économique. Et du coup, ça impacte sur le produit intérieur brut. Je prends un cas très simple que j'ai pris quelque part dans une télé. Un médecin qui sort de l'école de formation, docteur en médecine, bac plus 7.
Ils sont là au quartier, ils chôment. D'autres travaillent avec ça pour gagner 50 000, 100 000. Est-ce que c'est normal dans un pays? Et puis on est surpris que les gens prennent le désert ou bien partent au Canada. C'est pas possible. Donc, un médecin comme celui-là, il a ses 3 papiers. Même étant encore chez son père, dans la maison de son père, il peut consulter à 1000 francs. On officiellement dit, bon, ils ont le droit de faire des consultations simples, ils peuvent faire des petits pansements simples. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, même pas l'injection. Rien que les consultations, parce que vous savez. Ils sont médecins généralistes. Voilà, beaucoup de gens font l'automédication. Parce qu'ils ne peuvent pas aller payer 5 ou 10 000 chez un médecin. Et d'autres vont en pharmacie. J'ai mal ici, j'ai ceci, j'ai cela. Le pharmacien dit, te donne ça. Et parfois, c'est pas le pharmacien, c'est le vendeur en pharmacie. Parfois, c'est le vendeur en pharmacie. Alors que si un médecin reçoit 1000 francs par jour par personne, imaginez-vous. J'ai fait une enquête là-dessus, c'est pour ça que j'en parle. Il y a des médecins qui m'ont dit des hôpitaux publics qui font 150 consultations par jour. Par jour. Alors, si ces jeunes docteurs qui sortent de l'école peuvent faire des consultations à 1000 francs, il faut vous dire que dans chaque quartier où il y a ce genre de jeunes, il y aura des clients. S'il n'y a que 10 clients par jour, au bout de 10 patients. 10 patients, pardon. Oui, c'est des clients un peu. C'est vrai que c'est des patients. Non, il a raison. On parle de l'hôpital là. Moi, je parle de l'argent là. Quand on parle d'argent, ça devient que il a raison. Il y a une santé business quelque part. Oui. Donc je dis ceci. Imaginez-vous qu'il a 10 patients par jour. Ça fait 10 000, 30 jours, ça fait 300 000. C'est mieux que les 50 ou 100 000 qu'on lui donne au quartier. Et à 300 000, après 2-3 mois, il va quitter son père. Il va aller louer, faire la maison, l'eau, l'électricité, avoir même parti, même se marier et tout. Et pendant ce temps, il économise. Pendant 5 ans, on ne lui demande rien. Et donc, il gagne en expérience. Il gagne en expérience. Pour le Cameroun, produit 2000 médecins par an, si vous ne savez pas. 2000. Et l'État ne prend que 50. Alors, ils vont faire quoi? Je suis obligé de parler de ça pour... Je vais devenir... Je ne suis pas au sujet. Hein. C'est un exemple que j'ai pris pour vous faire comprendre que des choses peuvent se faire. Mais les gens qui sont en place, ils ont tellement mis long qu'ils ne réfléchissent plus. Ils regardent seulement son secteur. La loi doit sortir de l'Assemblée et doit s'appliquer à tous les ministères. Et maintenant, si vous prenez 5 dernières années, ça fait 10 000 médecins au chômage. Seigneur. À 300 000 par jour, ça fait 36 milliards sur un an pour les 10 000 médecins. 36 milliards qui rentrent dans le cycle économique. Et ça va impacter le PIB. Et je pense que ça c'est un cas élevé. Prenez le cas de base, la moto-taxi. Vous avez vu l'autre jour que le ministre de la Jeunesse... 79 motos. Est-ce qu'on a besoin de... Il a dit que c'est une entreprise qui est venue... Non, c'est un appel d'offres, mais c'est à la suite. Le ministère est là. Qui organise. Vous êtes le ministre pour proposer les motos comme travail. C'est pas ça votre rôle. Vous devez trouver des emplois durables aux jeunes Camerounais. Donc je parle de la moto parce que c'est mon secteur que j'aime bien. Pendant un certain temps, j'étais président du conseil d'administration de 10 syndicats de motos. Donc je connais bien la problématique de ce secteur. Alors, une moto, appliquons ce que je viens de dire sur la moto. On a fait sur le médecin. Allons-y sur la moto. La moto, elle a les mêmes 3 papiers. On a les 22 papiers qui sont dans un décret. Il faut peut-être 450 000 pour avoir les 22 papiers. Et on continue à te tracasser. Donc, prenez la moto. Il a les 3 papiers. Il commence à faire sa moto. Pendant 5 ans, on lui demande aucun impôt. Il économise son argent. Entre la 6e et la 10e année, peut-être que pendant les 5 ans, il a économisé beaucoup d'argent. Il change même de métier. C'est pas grave. Mais le numéro d'immatriculation CNPS, le numéro des impôts, fait qu'on sait qu'il a fait ses 5 ans à 0%. Dès la 6e année, même s'il devient taximan, c'est automatique. C'est automatique, il passe à 50%, l'autre on bascule. Donc, ça va éviter les tracasseries qu'on voit là dehors. Dès qu'on dit que les gens de la commune envoient leurs policiers, les autres, on embête les gens à gauche, à droite, libérer les jeunes. Et quand ces jeunes vont pouvoir faire ces petits travaux qui leur permettent quand même de vivre, surtout de cotiser CNPS pour préparer leur retraite. Parce que beaucoup, moi je connais qui sont dans la moto depuis 20 ans, mais n'ont pas de cotisation. C'est un danger. Alors que la CNPS a simplifié les choses et on peut dorénavant c'est ce qu'a la CNPS et payer individuellement tous les mois. Déclaration volontaire. Voilà. Donc c'est pour dire que il faut que les gens réfléchissent à ce niveau, au niveau national. C'est pas maintenant comme je vois là, chaque ministre dit chez moi, voilà ce que je vais faire. Et l'action gouvernementale, Robert Moutermassa, on en parle tout le temps. Ça fait l'objet même je pense, de toute une conférence, l'action gouvernementale. Il y a même la cohésion, il y a même tout un événement autour justement de cette action gouvernementale. Je sais pas, Marie-Flo aussi c'est un piège que tu me tends. Mais je vais te dire que cette histoire de gouvernement, solidarité, tout ça, je sais que pour moi c'est un leurre. Ça n'existe pas. C'est chacun qui fait comme il veut. C'est clair. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Mais pourtant, pour la plupart, ils sont militants du même parti politique. C'est vrai, vous avez dit qu'il faut dissocier le parti politique de l'action. Non, on ne peut pas dissocier, ça va ensemble. Ce sont vos camarades. Je n'aime pas dire que nous sommes au pouvoir, j'aime dire que nous sommes proches du pouvoir. Parce que ce n'est pas le RDPC qui décide de tout, mais ce sont les militants RDPC qui sont aux affaires. Donc moi je dis ceci, nous avons un problème en interne, comme vous voulez à tout prix parler de mon parti. Oui. Nous avons un problème en interne, c'est que les vrais militants, beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup sont découragés, beaucoup sont frustrés. Parce qu'aujourd'hui, le militantisme, jusqu'à un moment, le parti récompensait les militants. Je suis un exemple de militant de base. Le parti a un problème avec sa base? Pas le parti, mais disons les responsables. Oui, il y a un gros problème parce qu'aujourd'hui, quand votre décret... Le sommet est coupé de la base? Ah oui, depuis. Quand vous avez votre décret qui tombe à 17h, le lendemain, vous êtes un grand militant. C'est vous qu'on envoie sur le terrain, même si on ne vous connaît pas. La population, ça... Oui, quand on fait les renouvellements comme c'est en train d'être fait, il y a des gens qui sont parachutés. Et ça pose problème, ça énerve. Ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations énormément. Vous savez, j'aime bien les chiffres parce que je suis technique. Je suis certains camarades qui font les plateaux.
qui disent que le RDPC a 4 millions de militants. J'ai entendu ça plusieurs fois. Donc, je vais parler dans les détails, mais je prends juste 2 chiffres. Si on a 4 millions de militants, pourquoi est-ce qu'on a voté notre président en moins de 2 millions? 1 million 600 000. Et ils font partie de ceux qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup de choses. C'est ça qu'on parle de votre sanction? Forcément. Je parle de votre sanction de façon globale parce que nous avons notre responsabilité du RDPC, mais ceux qui nous accompagnent dans la majorité aussi, et les autres. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.